je vais vous lire ce texte que nous avons travaillé avec nos amis de ce gouvernement et qui sera suivi vers la fin du mois d'avril par un autre texte sur les affaires intérieures. Comme vous avez pu le voir, nous sommes sereins et déterminés, c'est-à-dire que ce que nous venons de créer est irréversible. Nous ne reviendrons pas sur cette initiative. Les noms, le pouvoir, la gloire nous importent peu. Nous ne sommes pas des délateurs ou des hommes du passé. Nous détenons en nous une mission. Nous allons l'accomplir non par l'épée, mais par le Verbe. Ce Verbe qui balaye tout sur son passage. Avant l'histoire, il y a l'histoire, et après l'histoire, il y a l'histoire. Il en est ainsi depuis les premiers temps. Le 1er novembre 1954, une organisation indépendantiste, appuyée par un certain nombre de pays du sud de la Méditerranée, a déclaré la guerre à la France, qui gérait en Algérie 15 départements de plein droit, reconnus par la communauté internationale. Dans ces départements vivaient 3 peuples, en paix. Un peuple amazigh ou berbère, véritable propriétaire du territoire algérien depuis la nuit des temps. Un peuple arabe, né de la conquête arabe du territoire au 7e siècle et de la conquête turque du 16e siècle. Un peuple européen ou pied noir, né de la conversion au judaïsme puis au christianisme d'une certaine partie de la population berbère, de la conquête espagnole du XVIe siècle, de la conquête française du XIXe siècle. Cette guerre entre la France et l'organisation indépendantiste a duré 8 ans, au cours desquels les massacres des populations autochtones de ces 3 peuples ont été organisés et programmés par les protagonistes qui s'en rejettent la responsabilité devant l'histoire. En mars 1962, le gouvernement français de l'époque et le gouvernement provisoire de la République algérienne ont conclu une trêve des combats et un accord de transfert de souveraineté dans le cadre du droit international des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faudra retenir ce terme-là. Alors que l'on aurait pu s'attendre à la création d'une nation fédérale, préservant l'identité et la spécificité des 3 peuples, les gouvernements concernés ont remis la souveraineté de l'Algérie au seul peuple arabe. Ce fut une erreur dramatique. S'en est suivi un génocide concerté du peuple européen avec la réduction, entre autres, du ghetto de Bab el-Oued le 23 mars 1962 à Alger, le massacre du 26 mars 1962 à Alger par les troupes françaises, le massacre du 5 juillet 1962 à Oran par les troupes arabes. Les assassinats individuels, les attentats et les enlèvements se multipliant, accompagnés de la spoliation des biens immobiliers, le peuple pied-noir a été contraint à l'exode par la quasi-totalité de ses citoyens, pour la quasi-totalité de ses citoyens. La même mésaventure devait arriver quelques mois plus tard aux Imazighes pour une grande partie de leur peuple après l'indépendance du 1er juillet 1962. Le peuple pied-noir s'est alors réfugié sur tous les continents, rejoignant les communautés des leurs qui s'étaient installées au moment de l'indépendance de la Tunisie et du Maroc et des événements des années 50 en Algérie. À savoir, selon les études réalisées, en Afrique, au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, aux Canaries, aux Açores, à La Réunion, à Madagascar. En Europe, en France, en Espagne, en Italie, à Malte, en Belgique, en Suisse, en Catalogne, aux Baléares. En Asie, en Israël et au Liban. En Amérique, en Argentine, au Brésil, au Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux USA. En Océanie, en Nouvelle-Calédonie et en Australie. À l'heure actuelle, le peuple pied-noir compte 5 millions de ressortissants dans le monde, compte tenu de son dynamisme démographique et des alliances familiales entre les peuples autochtones des États d'accueil. Si dans la grande majorité des cas, l'intégration des pieds-noirs s'est réalisée assez rapidement, malgré les souffrances et les aléas de la disparition, il n'en a pas été de même en France. Depuis plus d'un demi-siècle, alors que les pieds-noirs ont su verser largement leur sang lors des 2 conflits mondiaux pour préserver la liberté et la souveraineté de la France, y compris pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie, ont su surmonter les spoliations,
les cancers, les suicides, les assassinats, les enlèvements, les emprisonnements illégaux, les disparitions en mer, les faillites, la calomnie, la destruction systématique de leurs biens immobiliers et mobiliers, ont su participer largement au renouveau économique de nombreuses régions. Aucun gouvernement n'a fait respecter les droits de l'homme qui devaient leur être accordés, en particulier au titre de l'article 17. Bien au contraire, les gouvernements ont ouvert les portes des prisons à ceux de criminels qui avaient attenté à leur vie, les a amnistiés et leur a remis clé en main les biens du peuple pied-noir par le biais de l'Agence des biens française, alors que dans le même temps, les banques françaises prêtaient aux pieds-noirs à taux d'usure un peu d'argent, afin de quoi conduire en France les cercueils des défunts, de quoi payer les transports des biens et des personnes, de quoi se loger, de quoi se vêtir ou s'alimenter. L'indemnisation qui a été accordée le fut surtout au bénéfice des grandes sociétés françaises, des banques et des métairies qui avaient investi en Afrique du Nord. 80% des pieds-noirs étant d'origine modeste, ne possédaient pas de biens significatifs, ils furent écartés des mesures réparatrices. Pendant un demi-siècle, les pieds-noirs ont travaillé durement, ont éduqué leurs enfants, ont pansé leurs plaies, ont enterré leurs morts, ont recherché leurs disparus, ont édifié leurs logis et creusé leurs tombes. Ils n'ont cessé de jouer la carte de l'intégration. Ils ont accordé une confiance aveugle aux politiciens qu'ils ont fait élire. À part quelques exceptions près, malgré les actes individuels et les démarches méritantes de leurs associations, force est de constater qu'ils sont restés en dehors de la communauté nationale et que leurs droits légitimes ne sont toujours pas reconnus à ce jour. Tout aurait pu en rester là, s'il ne s'était pas ajouté à ces épreuves le silence et le mensonge des livres scolaires et d'histoire, les insultes d'une classe politique dont on a encore récemment constaté les méfaits. Ayant affronté toutes ces turbulences, le peuple pied-noir est devenu mature, solidaire, fier de ses racines, confiant dans son avenir. Ni le peuple français, ni le peuple arabe, ou le peuple imalzig ne sont coupables des actions de leurs dirigeants durant toute cette période. Le temps a passé. Les trois peuples peuvent à nouveau s'embrasser fraternellement, comme ils le faisaient auparavant, mais les deux classes politiques qui sont toujours au pouvoir dans les deux pays n'ont rien abandonné de leur stratégie. Le peuple pied-noir a donc décidé, au même titre que le peuple imalzig qui vient de prendre la même décision, de jouir du droit international dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de se doter de l'architecture d'un État par le biais d'une assemblée constituante et d'un gouvernement provisoire. Ce gouvernement provisoire a commencé à fonctionner comme tout gouvernement, avec des séances de travail régulières concernant le passé, le présent et l'avenir du peuple pied-noir, mais aussi avec des prises de position sur l'actualité internationale. L'organigramme fonctionnel du gouvernement est effectif. Les noms des ministres et des secrétaires d'État seront connus le 1er novembre 2017 ou avant, en cas de crise majeure, ou après, si les négociations en cours l'exigeaient. Ce gouvernement, voulant se donner les moyens d'acheter ou de prendre à bail un territoire, devrait se doter d'un fonds international d'investissement. Le gouvernement devra résoudre des questions telles que le drapeau, l'hymne, les ambassades, les consulats, les responsables de secteur, l'organisation de la diaspora, la langue, les timbres, le journal officiel, les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire et tous autres documents. Tout est véritablement à construire. La mission est très large, nous allons pouvoir créer des emplois multiples, même si pour l'instant, nous sommes tous bénévoles. Il faut comprendre que c'est un événement majeur, unique dans l'histoire de la France territoriale. Une communauté française va essayer de se construire un devenir en tant que peuple, alors qu'elle était condamnée à disparaître en tant que communauté. Connaissant bien le désastre annoncé par une guérilla urbaine qui consiste à affronter tous les jours des attentats collectifs ou individuels, sans espoir de trêve, elle sait par avance que des boucs émissaires seront choisis par les parties concernées et ne tient pas à revivre un passé encore douloureux. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer la France, mais de se donner les moyens de résister à un désastre annoncé. En cas de péril majeur pour la mère patrie, les pieds-noirs sauront faire leur devoir comme les Belges ou les Canadiens ou tout autre peuple francophone,
sachant qu'il existe aujourd'hui des velléités de même type chez les Bretons, les Savoyards, les Catalans, les Basques, les Corses, dont certains sont déjà regroupés au sein de leur gouvernement provisoire, au sein de l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés auprès de l'Organisation des Nations Unies. Mais en fait, cela correspond à la prophétie en 1962 d'un ancien maire de Marseille qui déclara à qui voulait l'entendre que les pieds noirs aillent se faire voir ailleurs. Cet élu, ce faisant, avait identifié notre peuple et lui conseillé de se créer un avenir international. C'est ce que nous nous préparons à faire. Nous n'allons pas prendre la mer à nouveau, bien entendu, mais nous allons acquérir un territoire pour installer notre siège international comme l'État du Vatican, la principauté d'Andorre ou celle de Monaco. Pardon. Nos ressortissants jouiront de la double nationalité, mais seront représentés dans les 193 États-Unis de l'Organisation des Nations Unies. Je répondrai à vos questions après la lecture de certaines réflexions issues des travaux du Conseil des ministres du mois d'avril 2017. Affaires internationales. Nous sommes en guerre. Tous le disent à la cantonade. Pour terminer cette conférence, nous allons donc évoquer quelques problèmes internationaux. Les problèmes nationaux pieds noirs feront l'objet de notre prochaine conférence du mois d'avril. Des décisions importantes vont être annoncées concernant la construction de notre État. Aujourd'hui, nous sommes des dizaines, demain des centaines, et après, je vous laisse le soin d'y penser. Le gouvernement provisoire, donc nous entrons dans les affaires internationales, estime dangereuse l'initiative du président des États-Unis qui, sur le simple fait d'une émotion personnelle, a ordonné le bombardement d'un État souverain sans avoir obtenu au préalable l'accord de son Parlement et de l'Organisation des Nations Unies. Cette décision peut concerner demain n'importe quel pays au monde. C'est la voie ouverte à un conflit généralisé. Alors qu'aucune expertise internationale ne prouvait la culpabilité de telle ou telle composante de cet État, en guerre civile, 39 missiles ont atteint des cibles mineures et par contre ont tué des civils, dont des enfants et des militaires. L'action des deux parties belligérantes a conduit une fois de plus au même résultat, l'écrasement de victimes innocentes sans toucher les coupables. Je pourrais vous lire, si vous le voulez après, la déclaration du général de la Ward, qui est l'ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Nous nous étions permis le mois dernier d'alerter l'opinion internationale sur l'imminence d'attentats dans le monde suite à des informations de premier rang. Nous regrettons que le service de renseignement du gouvernement provisoire ne soit pas entendu par les autorités internationales. Nous notons, lundi 3 avril 2017, Saint-Pétersbourg, 14 morts, 50 blessés dans le métro. Vendredi 7 avril 2017, Suède, Stockholm, 4 morts et 15 blessés en plein centre-ville. Dimanche 9 avril 2017, Alexandrie, Égypte, 44 morts, 106 blessés, destruction de 2 églises chrétiennes coptes. Nous ne parlons que d'attentats officiellement revendiqués par Daesh. Nous disons Daesh et non pas un État islamique. Parce que ce n'est pas un État que nous avons en face de nous et que nous avons trop de respect pour l'islam. Nous condamnons fermement toutes les formes d'attentats, d'où qu'elles viennent et qui elles visent. Pour nous, la vie et le sang doivent être épargnés. Qui doit éradiquer Daesh? C'est donc la position du gouvernement provisoire. Cette organisation territoriale se présente comme la plus haute émanation de l'islam, la seule voie possible qui mène vers Dieu. C'est faux, bien entendu. La grande majorité des musulmans est pacifique, tolérante. Mais si cette grande majorité tolérante condamne cette organisation, c'est à elle et à elle seule d'en terminer avec Daesh. Partout dans le monde, nous devons assister à des marches de foule de musulmans tolérants qui se lèvent contre l'organisation terroriste et qui clament que Dieu n'est pas avec elle. Si ce n'est pas le cas, alors s'applique le dicton « qui ne dit mot consent ». C'est à la communauté internationale musulmane et aux États musulmans du monde d'en finir avec Daesh. Les frappes en Syrie, en Irak et ailleurs de la coalition internationale n'ont aucun effet
si ce n'est de massacrer des populations innocentes, de pousser les rescapés vers l'Europe et d'enrichir les marchands d'armes. Qui sont d'ailleurs ces marchands d'armes? Qui vendent leur matériel de guerre à tous les belligérants, sans état d'âme, comme au temps de la guerre d'Algérie. Ces attentats sont des actes lâches, qui prouvent la faiblesse des convictions de ces terroristes. Qui sont les victimes? Des foules innocentes, dont des musulmans d'ailleurs, faciles à atteindre, car personne ne peut prévenir ce genre de méfaits. Si ces terroristes sont guidés par la main de Dieu, alors qu'ils s'attaquent directement aux chefs d'État des pays concernés, le gouvernement provisoire assume ses responsabilités. Si cette organisation terroriste veut frapper, c'est le gouvernement provisoire qui doit être visé, et non les pieds noirs innocents. Si les États musulmans tolérants assument leurs responsabilités, pourquoi ne mettent-ils pas en place une organisation internationale d'accueil des migrants sur leur sol et laissent-ils cette responsabilité à l'Europe? C'est aux États musulmans riches qu'appartient le devoir de partager ces richesses avec leurs frères qui meurent en mer et sur les routes. Ces derniers doivent certainement se demander pourquoi les États musulmans riches financent entre autres le Paris Saint-Germain et pas une flotte qui en Méditerranée pourrait recueillir les migrants et les conduire chez eux. À qui profitent véritablement les crimes de Daesh? Qui finance Daesh? Qui accueille les terroristes qui se cachent dans tous les pays européens désormais et qui en font des sanctuaires du crime? Il y a de bonnes questions à se poser, telles que où vivent les marchands et les fabricants d'armes? Où sont situées les usines d'armement et les stocks prêts à la vente? Si des renseignements arrivent au gouvernement provisoire sur ces points, il les mettra sur la place publique. Il y a trop de vie en jeu. Le secret ne favorise pas l'extinction du feu. Il est un vent sournois qui entretient les braises. Le lundi 10 avril et le mardi 11 avril 2017, 1500 Irakiens et Afghans se sont affrontés, des heures durant, réduisant en cendres leurs abris respectifs. Où cela s'est-il passé? Au Moyen-Orient? Non. En France, aux abords de la Manche, à Grand-Sainte, près de Dunkerque. Près de Dunkerque. La France de Dunkerque à Tamaracet. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Cela vous dit quelque chose? C'était le 16 septembre 1959, l'annonce de la possible autodétermination de l'Algérie, la voie ouverte à l'islam radical pour envahir l'Europe. Désormais, la bataille est en France, en Europe. Qui emporte la responsabilité? Le passé est le passé. Mais si nous ne tenons pas compte des leçons du passé, le présent va devenir infernal et l'avenir plus qu'incertain. Des malheureux ont été jetés en mer et sur les routes pour finir dans des camps qui ne sont que les préludes à de nouveaux massacres. Mais combien sont ces camps en France et en Europe? Où sont-ils situés? Quelles sont réellement les populations concernées? Les pieds noirs n'ont pas la mémoire courte. Les signes sont les mêmes, les hommes sont les mêmes. Nous courons au désastre si nous les prenons garde. En admettant que le seul résultat du gouvernement provisoire est d'éveiller les consciences, alors la bataille peut être gagnée. Pas uniquement la bataille des pieds noirs, mais la bataille des peuples libres et souverains. Si les États centralisateurs ne veulent pas entendre les voix des peuples, les peuples vont se lever les uns après les autres, comme en France, les Bretons, les Savoyards, les Corses, les Lorrains, les Alsaciens, les Ch'tis, les Catalans, les Basques, les Normands, les Provençaux, tous ces peuples qui veulent rester chez eux pour vivre en paix et en sécurité. Les guerres islamistes ne les concernent pas, et ce n'est pas à eux de les résoudre, mais aux autorités religieuses de ceux qu'ils accueillent fraternellement sur leurs territoires respectifs. C'est à l'islam tolérant, à lui seul, de prendre sa responsabilité et d'en finir avec son cancer. Ni la laïcité, ni les autres religions, ni les philosophies ne peuvent rien pour éradiquer ce mal profond qui ronge l'une des premières religions du monde. Mes chers compatriotes pieds noirs, chers amis des pieds noirs, rejoignez-nous en masse. Nous ne sommes pas des politiciens.
Nous ne sommes pas des excités, vous l'avez vu, nous sommes sereins et déterminés. Nous ne sommes pas des fous de tous les pouvoirs. Nous sommes des hommes de paix. Nous sortons d'une guerre. Nous sommes les victimes expiatoires de cette guerre. Écoutez-nous. Rassemblez-vous. Venez prendre des responsabilités. Tout est ouvert. Il y a des titres et des charges pour tout le monde. Notre destin nous appartient désormais. Nous ne laisserons plus personne s'en emparer. Notre destin est entre nos mains. Il sera ce que nous en ferons. Alors là, nous pourrons véritablement porter la responsabilité de nos actes. Ce que nous en ferons sera effectivement de notre seule responsabilité. À notre sens, il vaut mieux vivre debout et vainqueur que mourir couché et honteux. Je vous remercie.